Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, ma solom na Agbono. Mina somi. Muna zo azomi. Muna ya zoko. Muna wa zodi mina zomi yo. Nou fwede we aton ene. Wa zofo nya Agbono gonde yo. Jo mina aton. Mesdames et messieurs, bonsoir. En décembre 2016, lorsque le gouvernement lançait son programme quinquennal d'action, de projets liés au cadre de vie, des projets pharaoniques, on a tout fait de croire à des rêves inaccessibles. Asphaltage jusque dans les rues ordinaires, logements sociaux à l'échelle inédite, jamais planifiée dans notre pays, le Bénin, marché urbain moderne, gestion des déchets révolutionnaires, intégrant pour la première fois dans notre pays une conurbation, le Grand Nokoé. Sans compter une concentration de moyens pour un combat titanesque, un bouclier de protection de la côte béninoise. Bref, un PAG cadre de vie plutôt gigantesque. 4 ans après, on fait une halte avec le ministre du tutelle, juger ses ambitions à l'aune des réalisations et du cap. José Tonato, c'est le ministre du cadre de vie et du développement durable. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Tchoki. Merci d'être avec nous pour faire un peu le bilan de ce qui est fait en 4 ans d'action. Alors, c'est avec mon collègue Loris d'abord que nous ferons l'exercice de reddition de comptes. Bonsoir, Loris. Bonsoir William. Et merci d'être là avec moi. Merci, c'est moi. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci Bonsoir, d'avoir accepté l'exercice. Alors, en avec 2016, à votre arrivée en 2016, quel a été l'état des lieux dans votre secteur d'activité? Parler d'état des lieux en très peu de temps serait un exercice très difficile, mais je vais quand même essayer de résumer en 1 minute ce qui a servi de base à l'élaboration de ce que nous avons appelé le projet de société Nouveau Départ. Parce qu'il a fallu faire l'état des lieux dans l'équipe qui était autour du président Talon pour définir, en ce qui concerne le cadre de vie, quelles étaient les actions prioritaires, les actions urgentes à engager. Vous savez que le département du cadre de vie est un département très intégrateur qui comprend des secteurs assez importants comme l'aménagement du territoire, le développement urbain, l'habitat, l'environnement et les eaux et forêts. Exactement. Et donc, ce qui concerne vraiment tout notre cadre de vie, à l'échelle de l'aménagement du territoire, c'est le défi de l'infrastructure. Il y avait un gap en termes d'infrastructures de toutes sortes, interurbaines, intra-urbaines, de différentes natures routières et consorts. Et donc, c'est ce gap-là que nous avons adressé pour élaborer le projet de société. Arrivé au niveau du secteur urbain, il faut regarder 3 champs. Il y a le champ de la planification urbaine. Vous savez, pour conduire un développement urbain harmonieux, il faut vous fixer un objectif. Il faut avoir une vision. Et donc, ce que tout le monde appelle dans d'autres pays le master plan, aucune de nos villes n'avait un plan directeur clairement adressé. Il n'y avait pas de réflexion qui projetait sur l'avenir. Et donc, difficilement, les actions qui étaient des actions d'aménagement et de construction de la voirie, et de l'assainissement et des infrastructures en général étaient des actions un peu parcellisées, au coup par coup, sans une cohérence globale. Dans le secteur de l'environnement, la résilience était pratiquement en lambeaux. Vous avez vu, par rapport à la protection côtière, c'était un désastre au niveau de Cotonou-Est. Par rapport à l'inondation, n'en parlons pas. C'est une vague de 2 séries d'inondations qui venaient vraiment plonger nos populations dans un drame inouï. Donc, le volet inondation également fragilisait nos contrées. Voilà un peu, de façon sommaire, et je ne veux pas aborder la question de la gouvernance, qui est une question fondamentale.
en matière de cadre de vie. Parce que qui est-ce qui fait de la planification? Qu'est-ce qui fait de la mise en œuvre? Qu'est-ce qui construit l'infrastructure et ensuite l'institutionnel qui pose les bases de la planification, de la gestion et donc de la maintenance. La maintenance, vous êtes d'accord avec moi que dans nos villes, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une culture très partagée. C'est donc dans cet environnement de gap, de manque sur plusieurs plans, en matière de planification, en matière d'infrastructure et en matière de gouvernance, que nous avons attaqué la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Alors justement, par rapport à cela, déjà en 2017, il y avait des maquettes qui étaient présentées aux populations. Déjà, on vous taxait du gouvernement maquettes. Je suis sûr que cela vous faisait très mal. Vous avez souffert de cela, monsieur le ministre? Oui, les maquettes avaient quand même un avantage. Les maquettes démontraient qu'il y avait des études sérieuses qui se faisaient. Avant de passer à la dimension réelle, grandeur nature comme on dit, oui. Je parlais tantôt d'ambition, de vision, de planification. C'est ça la maquette. Ça a beaucoup manqué dans ce pays et c'est ça qui a donné des éléphants blancs que nous avons tous condamnés. Mais les maquettes, pour aller sur le terrain sans planter les projets, sans perdre du temps, sans gaspiller de l'argent, il faut passer par les maquettes. Vous savez, dans la vie d'un urbaniste, l'urbaniste est professionnellement formé pour ne pas cueillir les fruits de sa pensée, okay. De son action, de son intervention. Et donc, le fait même de ne pas voir ça n'est pas une frustration. On est convaincu que dans 50 ans, dans 100 ans, les résultats seront là. Et par rapport à la vision stratégique que le président de la République a conduite dans le secteur du cadre de vie, nous parlons aujourd'hui du projet asphaltage, mais je puis vous dire, pour la petite position que moi j'occupe aujourd'hui, que le projet asphaltage, c'est peut-être 10% de ce qu'on va commencer à voir à partir de maintenant, parce que tous les projets ont atteint un niveau de maturité, certains sont en appel d'offres, d'autres sont déjà passés, des contrats sont signés, les chantiers démarrent, et à partir de maintenant, jusqu'à plusieurs mois devant nous, ça va être vraiment l'émergence, la visibilité au niveau des différents projets que nous avons conduits et nous pourrions en parler. Alors aujourd'hui, beaucoup de villes ont changé de visage. Cotonou, n'en parlons plus, Porto-Novo aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, voilà, ce que j'avais fait commencer au débat, ça commence pas à se concrétiser? Oui, c'est un peu le sentiment qui nous anime aujourd'hui. Vous savez, le projet asphaltage est un projet, pour parler techniquement, est un projet d'aménagement urbain et d'assainissement urbain. Aménagement de la voirie, et aménagement des réseaux d'assainissement pour canaliser tout ce qui est inondation et tout ça. Mais ce que le projet asphaltage, c'est un nom. Vous savez bien que l'asphalte est différent du goudron, mais c'est pour stigmatiser la qualité où nous voulons porter l'aménagement urbain désormais et le cadre de vie que nous avons saisi au bon, un mot que le chef de l'État a utilisé pendant une réunion pour dire notre projet va s'appeler projet asphaltage. C'est de l'aménagement urbain, donc du revêtement de la voirie, c'est de l'assainissement, mais c'est également un certain nombre de lots spécifiques complémentaires comme l'éclairage public. Nous avons plus de 15 000 lampadaires solaires sur les 195 kilomètres de voirie qui constituent la première phase du projet. On ne voit pas encore ces lampadaires sur la voie. Les marchés sont passés déjà. Et pour ceux qui ont vu la voie qui dessert le site du pèlerinage des Paix, oui. Les lampes sont posées. Okay. Déjà, donc, tous les voies qui sont asphaltées aujourd'hui vont recevoir de l'éclairage public solaire, vont recevoir de ce que nous avons appelé des espaces verts. C'est des alignements de plantation. Il en sera ainsi à Cotonou comme dans les 8 autres... Dans les 9 villes concernées, il n'y a pas une seule voie asphaltée du projet asphaltage qui ne va pas recevoir l'éclairage public, l'espace vert, donc les alignements d'arbres, les équipements de sécurité, c'est-à-dire l'équipement des carrefours en feu tricolore, oui. En signalétique verticale et horizontale sur la chaussée, ouais. En barrière de carrefour pour protéger les gens et surtout en panneaux d'information des populations. Tout ça sera réglementé. Et enfin, le dernier lot, c'est le lot sur le mobilier urbain qui concerne également les banquettes et les poubelles dans les zones où il y a des délaissés de voirie qui permettent de faire ces aménagements-là. Donc, le projet asphaltage, c'est de la voirie,
c'est de l'assainissement et c'est tout l'agrément en termes d'éclairage, d'espaces verts, de sécurité et de mobilier urbain. C'est un global sur les 195. Est-ce qu'on aura tout ça avant 2021, Monsieur le ministre? Aujourd'hui, la date du dernier lot, qui est le lot le plus long, c'est le lot de Porto-Novo, c'est octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Nous sommes déjà tous les autres lots arrivent à leur fin en juin 2020. Et en juin 2020, à Cotonou, à Semenpodi, à Boïkon, à Abomey, à Lokossa, j'en oublie, à Parakou, à Natitengu. À Natitengu, vous verrez le projet d'asphaltage dans sa forme finalisée, avec tous ces éléments. Alors, si vous permettez, on ira rapidement à la régie pour suivre quand même cet élément qui nous présente un peu Porto-Novo aujourd'hui métamorphosé. Voici le reportage signé Jérôme Humbo. Depuis des années, Porto-Novo ne présente plus aucun aspect d'une ville capitale. Aujourd'hui, elle fait partie des 9 communes pilotes retenues dans le projet gouvernemental Asphaltage. C'est un projet qui adresse de façon globale le cadre de vie. Cela consiste à rénover, réhabiliter nos axes urbains qui aujourd'hui sont dans un état délabré. Outre les travaux de bitumage, nous avons aussi des travaux de pavage, des travaux de collecteurs, donc collecteurs d'eau pluviale. Et au-delà de ces travaux que nous appelons généralement VRD, voirie, réseaux divers, nous avons de l'aménagement de façade à façade. Ainsi, elle bénéficie du lot 15A avec plus de 22 km de travaux à réaliser. Des voies primaires, des voies secondaires et des voies tertiaires sont prévues selon l'adaptation au lotissement et aux emprises. En s'adaptant au site, on a catégorisé les routes en 3 types. Les routes primaires, qui sont les routes 2x2 voies, partout où l'emprise permet d'avoir cette largeur de chaussée. Les routes secondaires, c'est les routes où c'est bitumé toujours, mais ce n'est pas 12 voies, une licence. Et les routes tertiaires, c'est les routes où on fait que du pavé, parce que la largeur entre riverains et riverains n'est que de 15 mètres, donc on ne peut pas avoir des grandes routes bitumées. On est en pleine chaussée, la plupart des caniveaux sont finis, autour de 75%, et on est en phase de chaussée. Au quartier Aïmlon-Fidé, les travaux sont en cours. S'il n'y a plus, vraiment, le quartier est vraiment inondé. Mais maintenant, bon, je suis en train de constater que ça va mieux. Voici Kandévié Seriki. Patrice Talon sort ce quartier de son état de dégradation très avancé. Pour les populations, il n'y a pas comparaison. Nous, on se sent oubliés. À Porto-Novo ici, on se sent oublié complètement. Plus de 60 ans que moi je suis né, on n'a jamais vu ça. Beaucoup de personnalités viennent ici, dans le palais. Mais la voix, ils voient la voix, rien ne fait. Mais Dieu merci, le président Talon n'a jamais mis pied ici, mais il s'est rappelé de nous. Et on le remercie beaucoup et on lui souhaite longue vie. Vous voyez la voix qui passe, l'avant là, devant mon palais. Vous voyez comment c'est? Nous prions Dieu pour que le chef de l'État se souvienne de nous. C'est à cause de la voie là que j'ai vendu ma voiture. Et quand ils ont commencé par poser les pavés sur lesquels je suis présentement là, c'est avant-hier que j'ai acheté une autre voiture. C'est vrai que je ne peux pas amener ça à la maison parce que les travaux ne sont pas encore finis. Mais je préfère déjà acheter ma voiture quand ils vont terminer. Je serai parmi les premiers qui vont circuler sur les nouveaux pavés. Monsieur le Président Patrice Talon, ce temps-là, vraiment moi je veux dire que vraiment c'est un temps de miracle pour nous dans le quartier. Parce que ça nous rendit heureux et puis notre quartier est joli maintenant à voir. Celui qui a voyagé 25 ans après, s'il vient dans le quartier aujourd'hui, va dire que oui, qu'on a trouvé un bon président. Alhamdulillah, je remercie Allah Tout-Puissant que j'ai la santé,
J'ai grandi dans le quartier et j'ai vu tout ça là dans le quartier. Porto Novo, c'est aussi la construction d'infrastructures routières qui relient plusieurs arrondissements et traversent la ville. L'élément premier d'un développement passe par les infrastructures routières. Quand il y a les infrastructures routières, les opérateurs économiques ont la volonté de venir s'installer dans cette ville. Et en s'installant dans cette ville, ils créent de l'emploi. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui par ces voies, ces nombreuses voies qui sont en train d'être bitumées. Les enfants de Porto Novo trouvent du boulot. Au moins, ça règle un problème de développement. En même temps, ça règle un problème de chômage. Il faut comparer les 3 ans et demi de Talon aux 29 ans qu'a connu de 90 à ce jour notre pays. Mais c'est formidable. Donc les gens sont conscients de ce que fait Talon pour le Bénin. Et Talon est une chance pour le Bénin. Vers les Misreti, à Tokota, vous voyez, non? C'est des trucs qui me rendent content parce que je vous jure, depuis que Porto Novo est Porto Novo, il n'y a jamais eu de ces genres de trucs-là. Peut-être 3 présidents peuvent passer et faire ce que Talon est en train de faire à Porto Novo. Je ne mélange pas ce qui se fait à Tokota et Wando. Porto Novo centre ici seulement là. Eux tous, quand ils viennent, c'est peut-être en 5 ans, on peut faire 2 tronçons et bon, c'est fini, c'est fini. Et après, c'est des trucs qui ne tiennent pas même. Et nous, on a suivi tout ce qui se passe ici. Les pavés sont bien posés. Moi, je ne suis pas politicien. Ce que moi, j'ai pu encourager, c'est un président qui construit des voies pour que je puisse sortir et retourner chez moi sans problème. Bâtir la cité comme ça, là. Je vais faire... C'est un bon président. Si on arrive à le convaincre à renouveler son mandat, c'est que nous aurons un pays où chaque Béninois serait fier de brandir son passeport pour dire je suis béninois et réclamer cette nationalité. La réhabilitation de la ville de Porto Novo tient à cœur au chef de l'État. D'autres grands chantiers sont ouverts dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Monsieur, vous avez vu avec nous cet élément qui présente un peu Porto Novo aujourd'hui, qui a fait Pont-Neuf. Oui, autres villes aussi bénéficient de la même attention du gouvernement. C'est vrai, je vous remercie d'avoir choisi Porto Novo parce que pour nous, Porto Novo est emblématique. Ouais. Et tout le monde conviendra qu'aujourd'hui, quand on parle de recouvrer les attributs d'une capitale politique, ça devient concret. Exactement. Avec Porto Novo. Mais cette transformation, comme vous le dites, se passe dans 9 villes du Bénin qui ont quadrillé tout le territoire national. Si je prends Cotonou, vous avez vu qu'il y a des zones qu'on n'a pas pensé attaquer depuis. Et les populations étaient à 1000 lieues de penser qu'on allait s'attaquer au bas-fond de Vaudière, au bas-fond d'Apapa derrière Ciné-Concorde, le long des voies allant jusqu'à Kokotomé. On travaille sur des axes structurants pour décongestionner, aider à la circulation, mais également désenclaver les périphéries urbaines. C'est ça le développement. Et au-delà de l'acte d'aménagement, vous êtes d'accord avec moi que le projet asphaltage est un acte qui dope l'économie urbaine. Simplement, ça commence par le foncier. Quand vous amenez une voie quelque part, le foncier prend de la valeur. Exactement. Les riverains commencent à investir, à aménager leurs façades, à construire des boutiques. Les activités se développent. Et aujourd'hui, de façon globale, nous sommes déjà à plus de 10 500 emplois créés. Sur les 222 milliards du projet dans sa première phase, nous avons déjà décaissé 122 milliards. Et aujourd'hui, le projet a un niveau d'avancement global de 80%. C'est un projet qui vraiment structure le paysage de nos villes. Et comme les villes sont les pôles de développement de notre territoire, l'agenda spatial du Bénin, qui est le schéma national d'aménagement du territoire, devient une réalité parce que des villes riches, ce sont des hinterlands plus riches, c'est la production qui est dopée. Et si on combine le projet asphaltage avec l'aménagement des voies interurbaines que conduisent nos collègues du ministère des Infrastructures, vous êtes d'accord que ce n'est pas un hasard si le Bénin, très rapidement, en moins de 3 ans, a pris la tête des pays producteurs de coton. Tout ça est lié. Le PAG, c'est un ensemble.
Et je voudrais simplement dire que le projet asphaltage en lui tout seul résume un peu l'ambition que le gouvernement porte et que le président Talon porte pour ce pays, que je résume en une seule phrase. Rien n'est trop beau, rien n'est trop grand pour le Bénin. Nous aussi, nous méritons d'avoir un cadre de vie qui soit digne de nous et qui facilite le développement de notre pays et de nos activités économiques. Pour ce qui est de votre secteur d'activité, vous avez engagé une série d'actions dans le Grand Nokoué. Démarrons par l'aménagement des berges, Monsieur le ministre. Vous verrez dans le fil de développement que tous les projets sont liés, sont complémentaires et qu'il n'y a pas de projet jeté au coup par coup. Le projet qui a permis de libérer et de rendre salubre la berge de la lagune de Cotonou fait partie d'un autre projet beaucoup plus grand, qui est le projet de modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Ce projet a plusieurs composantes, dont la salubrité, qui a déjà commencé. Aujourd'hui, les Cotonnois voient que leur ville est beaucoup plus propre, que les voies sont vraiment balayées, désensablées et que les abords de voies sont bien nettoyés. Mais ce n'est pas Cotonou seul. Ce qui ne se faisait pas ailleurs, comme à Porto Novo, comme à Abomey-Calavi, comme à Ouida et comme à Sémékodi, et même les voies interurbaines. La voie Cotonou-Lomé, la voie Cotonou-Boïcon. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que cette voie, subitement, est devenue propre parce que régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, il y a des gens qui balaient, qui désensablent. Ça, c'est le volet salubrité. Ce que vous avez vu sur la berge du Dantokpa participe d'une autre composante que nous avons appelée la destruction des points noirs. Les points noirs, c'est les dépotoirs sauvages qui se sont accumulés dans l'agglomération de Cotonou et environ durant ces 10 dernières années parce que la gestion des déchets, de la collecte jusqu'à l'enfouissement a été défectueuse. Donc nous avons, dans le cadre de ce projet, décompté plus de 1000 dépotoirs sauvages. Pour tout le territoire béninois? Pas pour tout le territoire béninois, pour le Grand Nokoué uniquement. Seulement. Pour Porto Novo, Sémékodi, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, nous avons dénombré plus de 1000 dépotoirs sauvages. Dis donc. Dont un certain nombre sur la berge de la lagune, qui polluent la lagune, qui fait que les produits halieutiques du Bénin sont interdits d'importation. Les crevettes du Bénin ne vont plus à l'Union européenne. Et comme les projets d'aménagement, vous connaissez très bien le projet de contournement nord, à une extension, il y a l'aménagement d'une corniche et d'une voie lagunaire pour permettre que le bord de la lagune de Cotonou, comme dans tous les pays où les gens pensent bien ces choses, soit aménagées, soit rendues propres, qu'on puisse y développer des commerces comme des restaurants, comme des hôtels, comme des appartements de standing. Et donc c'est en prévision du démarrage des travaux d'aménagement de la voie lagunaire que nous avons attaqué immédiatement par le bout du volet de la composante de destruction des points noirs pour nettoyer la berge de Dantokpa. Cette berge-là, nous ne permettrons plus que le fonctionnement du marché et des commerces environnants, salissent cette berge-là. Nous l'avons, avec l'aide du génie des armées, nous avons enlevé tous les déchets. Nous avons mis du sable, de la terre silteuse pour rendre ça propre. Nous allons mettre, et c'est déjà en cours, une clôture grillagée pour empêcher l'accès à cette berge-là. Vous voulez dire que le marché va toujours rester là? Pour l'instant, le marché va rester là. Mais après, ça partira? Après, ça partira et quand on sera sur le programme des marchés, je vous expliquerai comment est-ce que le départ va se faire. Mais le marché partira. Mais avant ça, vous savez, le président Talon a dit on ne déplace aucun vendeur d'un marché si le nouveau marché ou l'espace nouvellement construit qui doit l'accueillir n'est pas terminé. Donc, les gens seront sur place. Tant dans les anciens, vous avez vu que pour les marchés, on en parlera, qui sont en cours de construction aujourd'hui. On est en train d'abord de construire, d'aménager des espaces de relogement avant d'entamer même les projets de marché. Donc, sur cette berge, en plus du sable silteux, en plus de la clôture grillagée et en plus de la voirie qui va longer cette clôture, nous avons positionné des bacs pour permettre aux usagers du marché de ne plus aller jeter leurs déchets dans la lagune, mais de les déposer dans les bacs. Et ces bacs
si vous observez bien, sont relevés, vidés quotidiennement. Alors, Monsieur le ministre, depuis qu'on a nettoyé cette berge-là. Monsieur le ministre, on a comme l'impression qu'on n'a pas tout enlevé avant de mettre du sable jaune. Est-ce que ça ne pourrait pas créer de problème après? Mais l'autre chose aussi, l'autre côté de la berge, on n'a encore rien fait, mais on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose? C'est vrai qu'on n'a pas tout enlevé. Voilà. Comme je vous le disais, quand on parlait des maquettes, il y a eu une étude technique conduite par Aegis sur la voie sur berge. Okay. Cette voie est calée à une côte donnée, c'est-à-dire à une hauteur donnée. Okay. Et il a été démontré qu'il ne sera pas nécessaire, compte tenu du fait que les déchets ont été entassés pendant plusieurs années, il ne sera pas nécessaire de tout enlever. Si on enlève tout, le poids du remblai à faire dans l'aménagement de la voirie sera exorbitant. Par contre, on peut contenir tout ce qui est en dessous avec un mur de soutènement qui est prévu par le projet avant de construire la berge. Voilà pourquoi nous avons donné une cote précise au génie des armées pour arrêter l'enlèvement des déchets avant de mettre la terre. Là, nous sommes déjà, si vous observez bien, à la côte où la voie sur berge et la voie lagunaire sera construite. Voilà la raison pour laquelle l'autre côté constitue la deuxième phase de ce projet et nous allons l'entamer bientôt. Nous allons l'entamer parce que de l'autre côté aussi, il y a une voie qui passe que nous avons appelée un barreau. C'est un barreau dédié au transport des poids lourds qui vont quitter directement le port autonome de Cotonou, qui vont passer par un pont dédié, qui vont remonter pour se raccorder directement au contournement nord. Donc, dans un futur assez proche... Toujours avant 2021 ? Le chronogramme attaché à cette berge et au contournement nord n'est pas géré par le ministère du cadre de vie. Exactement, c'est vrai. C'est géré par le ministère des Infrastructures. Et mon collègue pourra vous donner plus d'informations sur le calendrier de mise en œuvre du contournement nord. Donc je parle seulement de ce que je sais de façon globale, mais je sais qu'effectivement, cette berge aussi sera nettoyée. Et ça, c'est nous qui le nettoyons. Mais nous apprêterons le terrain pour que nos collègues du ministère des Infrastructures puissent intervenir pour construire le barreau. Alors justement, quand on parle de Cotonou, Monsieur le ministre, il y a aussi un autre problème, parce qu'on a tout le temps dit que Cotonou a souffert d'un problème, les inondations. Vous avez lancé un programme très important, c'est l'assainissement pluvial. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que déjà les travaux ont démarré? Quand le président Talon est arrivé en 2016, on disait que l'échéance la plus proche qu'on avait pour finaliser la question des inondations, c'est 2038. Donc, pour finaliser le plan d'assainissement pluvial de Cotonou, dans le meilleur des cas, nous devrions aller jusqu'en 2038. Le taureau a été pris par les cornes. Nous avons finalisé toutes les études techniques. Nous sommes allés à une table ronde des bailleurs le 17 janvier 2018. Nous avons mobilisé 238 milliards de francs avec 6 partenaires différents. Le lead est tenu par la Banque mondiale. Il y a la Banque africaine de développement, il y a la Banque ouest-africaine de développement, il y a la Banque européenne d'investissement, il y a la Banque islamique de développement, la BID, et puis il y a l'AFD, l'Agence française de développement. Nous avons 6 bailleurs qui nous ont aidés à rassembler les 238 milliards. À la date où je vous parle, toutes les études techniques et tous les DAO sont prêts. À la date où je vous parle, on est en train de finaliser le recrutement de l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est conduite sous le contrôle de la BEI. Et dans le 3e et le 4e trimestre de cette année, les appels d'offres vont partir. Ça veut dire quoi? Que sur l'ensemble des bassins de la ville de Cotonou, nous allons lancer les appels d'offres et que les travaux vont démarrer de façon progressive. Le plan d'assainissement pluvial de Cotonou, à partir de fin 2020, va durer 6 ans de travaux. 6 ans de travaux. En dehors de des dizaines de kilomètres d'ouvrages d'assainissement, en plus de ce qui se fait aujourd'hui à asphaltage, ce plan comporte également 60 kilomètres de voiries aménagées dans le cadre du plan d'assainissement. Donc, toujours pour la ville de Cotonou. Toujours pour la ville de Cotonou, le linéaire aménagé va s'accroître. Ah oui. Quand on parlait d'asphaltage, je n'ai pas mentionné que nous sommes déjà en train de préparer, sous les instructions du chef de l'État, la phase B. On a dû passer en 3 phases le projet asphaltage. On voulait passer en 2, mais la circulation serait trop
très difficile à gérer dans nos villes. Si on bloquait la moitié de la ville pour le projet asphaltage, donc on a dû découper en 3. On prend le tiers, on laisse circuler les gens. C'est plus facile d'aménager les voies de déviation. Mais nous préparons déjà la phase B qui va démarrer dès la fin de la phase A. Voilà un peu comment ça s'enchaîne entre l'assainissement pluvial et le projet asphaltage. Vous allez peut-être me demander, mais et l'assainissement des autres villes qui reçoivent le projet asphaltage. Justement. Aujourd'hui, nous avons conduit sur ce projet, on a ce qu'on appelle PAP, Plan d'assainissement pluvial des villes secondaires. Nous sommes très avancés avec la Banque africaine de développement pour que, de façon parallèle, on démarre également l'assainissement de ces villes secondaires. L'asphaltage a pris en charge une partie de cet assainissement parce que si vous faites une voie et que vous ne l'assainissez pas, elle ne va pas vite, elle ne va pas durer. Mais nous avons déjà anticipé et qu'avec la BAD, très bientôt, avant la fin de cette année, nous aurons un PAP ville secondaire pour combler le gap d'assainissement pluvial dans ces villes qui sont déjà prises en compte par le asphaltage. Monsieur le ministre, ouvrons maintenant le chapitre de la protection de la côte à l'est de Cotonou et justement, plus tard, le segment ouest et Avlekété. Je pense que ça a été mon tout premier chantier très chaud. J'étais dans la toute première semaine en avril 2016, quand nous avons dû, à cause de la détresse des populations d'Apapa, le président Talon m'a instruit avec mon collègue Sakalafia pour aller regarder et prendre des engagements. Le premier projet, dans sa première phase, avait été mal fini. On n'avait pas finalisé la consolidation des épis. On n'avait pas rempli les caissons qui étaient entre les différents épis. Du fait que, et de ce fait, la mer a recommencé ses dégâts de plus belle. Pour stopper ça, nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons finalisé les études. Nous avons levé le financement. Et l'engagement qu'on a pris avec les populations, c'était que dans un délai d'1 an, personne ne nous croyait le jour-là, on nous avait même hué. On nous a hué le jour-là et on comprenait très bien. Mais avant ce délai d'1 an, nous avions inauguré l'aménagement, la protection côtière à l'est de Cotonou. Tout le monde a vu le 15 février 2018 le président Talon lui-même sur le terrain pour aller voir si tout se passait bien, donner de nouvelles instructions. C'est ça qui a donné vie au lac marin de Donatin, puisque là, aujourd'hui, ce ne sera plus de la protection côtière, parce que ce qui permet la soutenabilité de la protection côtière, c'est l'aménagement balnéaire, c'est le développement du tourisme. Et aujourd'hui, après le lac marin, nous voulons faire une marina pour que le programme hôtelier qui va se développer sur l'ancien espace de PLM Alédio puisse disposer d'infrastructures balnéaires importantes, dignes de drainer les touristes de la sous-région et du monde entier. Donc, à ce niveau, la protection côtière est terminée. Sur Avlekété, nous sommes passés de 4 à 5 km de digues parce que la demande est très forte. Quand le président est parti, chaque fois qu'il descend sur le terrain, les projets prennent une autre envergure. Nous sommes passés immédiatement de 4 à 5 km de digues. Nous sommes passés également à un aménagement confortatif pour créer un véritable lac marin, parce que tout le monde le sait, mon collègue du tourisme vous le dira, le Club Med a déjà signé avec nous. Il y a une autre chaîne internationale, Bayern Tree, qui est connue dans le monde asiatique et consort, qui fait des resorts 5 étoiles, a déjà signé avec nous. Nous avons beaucoup de demandes. Du coup, on renforce l'investissement qui a été fait au niveau de ces digues. C'est ça qui attire. Et c'est ça qui attire, c'est un investissement qui est à mi-chemin entre Cotonou et tous les investissements touristiques qui se font à Ouida, avec la route des pêches que vous connaissez déjà, qui a été faite par les collègues du ministère des Infrastructures et des Transports, qui va être prolongée jusqu'à la porte du non-retour, qui va continuer après la porte du non-retour jusqu'à Casa del Papa et avoir une extension en direction de la zone de la Bouche du Roi. Mais vous savez qu'on ne peut pas traverser la Bouche du Roi, simplement parce que c'est un site Ramsar, c'est un site protégé de la biodiversité. Exactement. Il y a des règles qu'il ne faut pas respecter, donc qu'il ne faut pas transgresser. Donc par rapport à ça, nous sommes en train d'étudier
les aménagements qu'il faut faire pour développer également le tourisme dans cette zone. Il reste seulement le troisième segment, qui est le segment ouest, que nous partageons avec le Togo, mais qui est dans un programme régional WACA, dont également les études sont terminées et dont les travaux vont démarrer, si tout va bien, dans le dernier trimestre de 2020. Alors, on était sur le terrain avec vous le jour, vous étiez parti où les gens étaient presque déçus. Après, on est reparti sur le terrain pour voir si vraiment ces populations sont contentes de ce qui est fait par le gouvernement. Voici le reportage, toujours signé par Jérôme Humbo. Ici, sur la plage du quartier Jacques à Cotonou, Doris Alapini a installé depuis plus de 10 ans son restaurant au prix d'un lourd investissement. Mais la mère, dans sa fureur, ne lui a laissé aucune chance. Elle a investi des centaines de millions là. Et ce qu'on appelle ça, l'épaisseur de 1 mètre 20 sur 4 mètres de profondeur. Rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait atteint. Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça. Et je suis fatiguée. Mais malgré que je suis malade de tout ça, de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat. Je crois que d'ici 1 an, non seulement le restaurant va partir, le quartier qui est derrière vous, et ensuite toute la ville. Les efforts des autorités d'alors n'ont pas été concluants. Mais à partir de 2016, une lueur d'espoir se concrétise pour Doris. Le gouvernement de Patrice Talon a pris la mesure de la question de l'érosion côtière. Sur les 3 segments identifiés pour être sécurisés, figure comme première priorité le segment de côte à l'est de Cotonou, en 2e phase, démarré en janvier-février 2017. Sur l'est de Cotonou, la 2e phase de protection côtière a permis d'installer de nouveaux épis et de densifier donc le système de protection sur 15 km de côte. Nous avons installé de nouveaux épis de protection côtière. Nous avons rechargé systématiquement l'ensemble du segment de côte allant du chenal de Cotonou jusqu'à la hauteur de la commune de Sémékodi, au niveau des zones de postes de péage d'Ekwe et de CIV. Ces travaux ont permis de construire 4 épis, d'injecter plus de 4 500 000 mètres de sable au moyen donc d'un dragage par navire et refoulement sur la plage. Ces travaux sont achevés et réceptionnés comme cela se doit, même avant le délai contractuel. Donc les performances réalisées l'ont été grâce, disons, à la coordination du ministre du cadre de vie et du développement durable. Ces recommandations et instructions ont été suivies à la lettre, au point où l'entreprise et la mission de contrôle qui ont été mobilisées ont dû mettre les bouchées doubles pour que nous ayons ces résultats. La dernière réception provisoire, qui fait office de la réception provisoire globale, a été prononcée le 18 juillet dernier. Aujourd'hui, Doris retrouve son sourire car son restaurant reprend vie. Elle est fière de ce combat. L'érosion côtière, c'est très simple. C'est un travail à vie. Et c'est un travail pour les générations qui ne sont même pas encore nées. Nous, on fait qu'un combat, que nos enfants vont continuer. Et les enfants qui ne sont pas nés vont continuer. Donc je voulais simplement dire, pour l'instant ça va, mais rien n'est gagné. La lutte continue. Nous avons eu dans le passé certains cadres qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas évalué la gravité de voir un pays partir. Et c'est pour ça que je dis, si chacun fait son travail, le Bénin peut se développer en très peu de temps. Vous avez la preuve. Est-ce qu'on a besoin de parler beaucoup? Regardez autour de vous, les choses changent. Parce que les gens travaillent, tout simplement. Le Front uni pour la lutte contre l'avancée de la mer, Foulam, créé en 7 ans de forte érosion côtière, est logiquement en voie de disparition grâce à la détermination de Patrice Talon. Ibrahim Mémé, architecte depuis une 40aine d'années, dit revenir de très loin. Moi, je suis ici depuis 1988. L'immeuble était en désuétude. Je vivais dans l'anxiété. 4 sont partis. Hein. Le travail de Monsieur le Président est bon. Il y a de mieux en mieux. La terre est en train d'avancer sur la mer.
Moi, je dois dire merci à Talon. Cette politique de lutte contre l'érosion côtière a fait gagner à l'État une bande de sable dont la largeur varie entre 150 et 200 mètres. On peut encore chercher notre moyen pour avoir renforcé ce travaux, ça va encore encourager les propriétaires terrains. Il y a certains qui reviennent pour dire que le travail est déjà fait, bon voilà, la mer ne peut pas avancer comme avant. Depuis la réalisation des travaux, la mer ne nous envahit plus. Nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. Moi, j'ai loué une parcelle, là, j'ai fait un bar dedans, mais c'est en face de la mer. Sinon, si ce n'était pas les rochers, on allait quitter déjà encore. La mer allait bouffer là déjà. C'est grâce aux rochers, je suis là à la plage pour sauver les tortues aussi. L'érosion avait emporté la plage d'ici. Tout est restauré grâce au président Talon. Monsieur Talon, ouais, mais à nos plages, il n'y a pas de toi. Les travaux nous rassurent et beaucoup ont repris la construction de leur maison. Que le président continue ses œuvres de développement pour ce pays, on en est fiers. Dans les quartiers Akpakpa Dodoma et Donatin, le gouvernement a décidé de créer un lac marin puisque désormais la fatalité est en train d'être vaincue. En zone côtière, je pense, et au regard donc des résultats que nous enregistrons depuis 2016, nous sommes fondés à dire que nous sommes en train de vaincre une certaine fatalité. Je peux vous donner un exemple précis. En 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, nous avons toujours enregistré des décès à la plage de Cotonou. Mais depuis 2016, 2017, c'est terminé. Les populations peuvent en témoigner. D'ailleurs, elles en témoignent. Et je voulais dire au président de la République qu'il a le soutien de beaucoup de Béninois, particulièrement ceux qui travaillent, parce que nous apprécions énormément ce qu'il fait. Et nous allons le soutenir de près ou de loin. Nous allons mener le combat avec lui pour que notre pays se développe. Je voulais aussi envoyer ce message à le ministre Nato. Je voulais leur dire, lui et son équipe, tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Je voulais dire particulièrement à M. Philippe Zoumenou qu'aujourd'hui, je lui dis en tout cas merci. Sur les 125 km de façade maritime, plusieurs œuvres artistiques et touristiques sont prévues et elles vont être réalisées à coup sûr. Les populations y sont tristes aujourd'hui, elles sont joyeuses de voir quand même que notre côte est plus ou moins protégée et qu'il y a d'engraissement. Oui, je suis heureux de le constater. Et comme je le disais, l'asphaltage, c'est moins de 10% de visibilité. Ouais. Nous travaillons pour le maximum de visibilité. On le fait pareil dans le domaine des logements, dans le domaine des marchés, dans le domaine des cités administratives et autres. Nous accompagnons tous nos collègues qui sont dans le domaine du sport, de la culture, pour des travaux de qualité. La marque de fabrique du président Talon, c'est une bonne planification et des travaux de qualité. L'exigence dans le contrôle. Ça, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, les entreprises, comme les missions de contrôle, ont dû l'apprendre à leurs dépens, que ceux qui ne font pas bien leur travail sont remerciés. Et sans ménagement, que ce soit béninois ou étranger, nous n'avons pas d'état d'âme. Et le président est extrêmement exigeant. Nous allons vers des travaux qui vont tripler, quadrupler la durée de vie de nos infrastructures. Anecdotiquement, les gens parlent déjà de l'épaisseur du goudron Talon, qui est différent des autres goudrons, par exemple. C'est vrai. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien puisqu'on a encore quelques minutes. Autre volet des réformes et actions engagées au ministère du cadre de vie et du développement durable, c'est bien sûr les marchés modernes et les logements sociaux. Où en êtes-vous, monsieur le ministre? Sur les marchés, je l'ai abordé brièvement. C'est un programme qui débouche sur le déménagement définitif du marché d'Antokpa. Mais avant, vous savez, le marché d'Antokpa a du gros, a du semi-gros, a du détail, a du commerce du noble et consort. Et c'est pour ça qu'on a un programme en 3 parties. Première partie, la rénovation des marchés urbains
Actuellement, à Cotonou, nous avons lancé 9 marchés qui sont en cours de construction, pour lesquels nous avons pratiquement multiplié par une fois et demie, plus d'une fois et demie, leur capacité d'accueil. Et ces marchés vont accueillir ceux qui font le détail à Dantopa, vont être accueillis par ces marchés-là. Le deuxième pan, c'est le marché de gros. Le marché de gros d'Akasato, que nous avons appelé la plateforme agroalimentaire du Grand Nokwe. Ce sera le marché de gros le plus moderne de toute notre sous-région. Ah oui. L'appel d'offres est déjà lancé pour ceux qui suivent ça. Et normalement, au bout de 90 jours, le chantier démarre pour 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que c'est une super structure légère. C'est une plateforme béton et infrastructure. Ensuite, le marché de gros est comme un kit qu'on vient monter dessus. Ça veut dire que d'ici à la fin de l'année 2021, nous aurons notre marché de gros. Et enfin, la construction d'un mall et d'une galerie commerciale sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou pour accommoder le commerce moderne et le commerce noble concernant les cosmétiques, les bijoux et les textiles. Okay. Tout ça est lancé. Tout ça est lancé. Et c'est quand ces projets seront terminés que le déménagement sera fait. Et enfin, l'aménagement de la berge et tout ce qui occupe aujourd'hui la place d'Antopa va se faire. Okay, donc le programme de construction des marchés suit son cours. Il impacte également d'autres villes, puisque nous avons 20 marchés, il y a 5 marchés régionaux. Vous avez Azové, vous avez Webo, vous avez Glazoué, vous avez Porto Novo, vous avez Abomey et consorts. Il y a un marché à Parakou aussi, parce que l'activité économique, ce n'est pas que Cotonou, c'est tout le territoire national. Il en est de même également pour le programme de logement, qui est un programme de logement jamais mis en œuvre au Bénin. Je l'ai dit, de 1960 à 2016, on n'a pas construit plus de 3 000 logements au Bénin. Aujourd'hui, nous avons lancé un programme de 20 000 logements. Nous avons bouclé le financement pour les 12 000 logements qui sont sur le site de Wedo. C'est une véritable ville nouvelle, une ville aux normes écologiques qui va s'implanter à Wedo. La viabilisation primaire est presque terminée. On a suivi le mini-magazine. La viabilisation secondaire et tertiaire est en cours. Ouais. Les premiers lots de 3 000 logements sont déjà passés. Et le chantier a commencé. La base vie est presque terminée également. Et par lot de 3 000, les appels d'offres sont déjà préparés pour être lancés. En plus de ça, nous démarrons en même temps les sites de Porto Novo et de Parakou. Et enfin, nous finirons par les autres centres. Donc le programme de logement aussi, qui est un programme qu'accompagne un financement innovant, un mode d'accès innovant. C'est le seul programme en Afrique où vous n'aurez pas besoin d'un apport initial pour entrer. Vous rentrez dedans, vous commencez à payer un loyer comme si vous aviez déjà, comme si vous louez chez quelqu'un, au bout de 15 ans, vous êtes propriétaire. De la maison. Sans oublier les études d'impact environnemental liées à Les études d'impact environnemental sont menées, et les études techniques, les missions de contrôle sont en place, le bureau de contrôle BCT est en place. Toutes les normes et garanties sécuritaires, première préoccupation du gouvernement, du chef de l'État, sont balisées pour que ces projets se conduisent dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour que le produit à livrer soit des meilleurs. Nous pensons que avant la fin de cette année 2020, le premier lot de 500 logements de Wedo sera livré. On pourra voir ça. On pourra voir ça. Alors, monsieur le ministre, il y a quand même une question que je vais vous poser, c'est par rapport au siège de l'Assemblée nationale. Vous savez, par le passé, il y a eu beaucoup de remous par rapport à cette affaire, éléphant blanc, mais après, on ne dit plus rien. C'est quoi? C'est fini cette affaire-là? Ce n'est pas fini. Voilà. Vous savez que tant qu'on n'est pas sorti du laboratoire, comme je dis, on ne parle pas beaucoup. Ce projet, l'audit a été fait, il était question. La conclusion est qu'il ne faut pas construire sur ce site. Donc le gouvernement s'est retiré de ce site pour l'instant. Les suites judiciaires continuent. Nous avons identifié un autre site de 7 hectares en plein cœur de Porto Novo, entre l'actuel siège de l'Assemblée nationale et le lycée Béhanzin. Nous avons recruté un maître d'œuvre qui est un architecte international, Francis Kéré, vous le connaissez peut-être. C'est lui qui a fait le parc, le célèbre parc Aga Khan du Mali. Et donc cet architecte, qui est un Burkinabé basé à Berlin, a livré son APS, son avant-projet sommaire, que nous sommes en train, sous l'instruction du chef de l'État, de présenter à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de recueillir actuellement
les commentaires de l'Assemblée nationale. L'objectif que nous avons, c'est de lancer l'appel d'offres. L'objectif qui nous a été fixé, pour être précis, par le chef de l'État, c'est de lancer l'appel d'offres au plus tard en septembre, pour que les travaux vont démarrer à la fin de l'année pour 24 mois. Ça veut dire que même l'actuel mandature peut entrer dans ces locaux. En tout cas, fin décembre 2022, nous donnerons les clés de l'Assemblée, du nouvel hémicycle à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le ministre, votre département, c'est aussi la protection de l'environnement. Je veux passer, bien sûr, des ressources naturelles. Nos parcs Pendjari, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Est-ce qu'il y a d'autres actions pour donner plus de sécurité? Parce que c'est quand même quelque chose que notre pays brandit chaque fois, à l'extérieur. Exactement. Malgré l'accident du 1er mai 2019, le parc Pendjari a atteint vraiment, en termes de conservation de la biodiversité, un niveau de croisière. Toutes les espèces menacées ont recommencé à se reproduire. Tout se passe bien, les installations continuent. Malheureusement, les conditions sécuritaires ont fait qu'on a dû installer une bande de sécurité, un espace tampon entre nous et les pays du Nord. Toujours est-il que dans cette accalmie, nous avons été instruits pour poursuivre le développement et l'aménagement du parc. Mieux, nous avons démarré un plan d'investissement prioritaire sur le parc W. Vous savez que le W, la Pendjari et Arli font partie désormais du patrimoine mondial de la biosphère. Exactement. Et donc, c'est pour étendre sur le W, qui est beaucoup plus grand que la Pendjari, les travaux d'aménagement que nous avons démarrés à la Pendjari. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait en matière de conservation dans cet espace-là fait honneur au Bénin et à la sous-région. Le parc Pendjari va être le plus beau parc animalier de l'Afrique de l'Ouest sous peu. Aujourd'hui, on a aussi entendu que le FNEC a été accrédité au Fonds vert et aussi au Fonds d'adaptation. Le FNEC, une grande joie pour notre pays et pour le ministère du Cadre de Vie. C'est la première institution nationale publique de l'Afrique de l'Ouest à être accréditée au Fonds vert pour le climat. Aujourd'hui, le FNEC peut financer des projets à hauteur de 10 millions de dollars, donc près de 7 milliards de francs CFA. Autant de projets, c'est illimité. Autant de projets, il suffit de soumettre et de faire conduire la procédure par le FNEC. Les projets peuvent provenir des collectivités locales, des ONG, des associations, du privé. Nous sommes outillés aujourd'hui. Mieux, le FNEC vient d'être, la semaine dernière seulement, réaccrédité au fonds d'adaptation, toujours pour le même plafond de 10 millions de dollars. Nous avons beaucoup d'outils, nous avons beaucoup travaillé à la mobilisation de la finance climatique. Chose rare dans notre zone, nous avons décroché à la banque 75 millions de dollars pour la restauration de nos forêts classées. C'est le plus gros projet forestier de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet a démarré, se met en œuvre, et nous pensons que sur le front de l'environnement et de la conservation de notre biodiversité, nous commençons à tenir le bon bout. Je n'allais pas vous laisser sans poser cette question. C'est par rapport au sachet plastique, monsieur le ministre. Vous savez, quand on parle de déchets, j'allais voulu l'évoquer avant, mais ça m'échappait, mais je reviens dessus. Les sachets plastiques dans notre pays, on a tout fait, mais apparemment, les sachets ne sont pas partis. Ils sont toujours là, têtus. Têtus parce que nous venons de loin. Ouais. Nous venons de loin, nous avons la loi, nous sommes en train de mettre en place les décrets, donc l'arsenal réglementaire. Mais vous savez, si vous prenez une loi et que tout l'arsenal et les dispositions de mise en œuvre, il nous faut avoir du biodégradable à Tchoumi à un prix abordable. Il nous faut accompagner l'exportation, la production. Aujourd'hui, nous travaillons avec tous les acteurs pour que progressivement, la loi est déjà en vigueur, la coercition n'a pas commencé. Mais elle n'est pas respectée, cette loi. Je ne serai pas aussi catégorique que vous, parce que moi, j'observe bien que la pression baisse. Ça diminue. C'est peut-être pas assez vite, mais j'ai bon espoir que tous les Béninois sont sensibles à leur environnement et tout le monde va participer, nous accompagner pour que nous ayons un environnement sain, surtout gagner la lutte contre le sachet plastique. Monsieur le ministre, pour finir, outre ces grands chantiers qui vous attendent encore, quels sont les autres défis et perspectives pour ce secteur d'activité qui est le vôtre? Nous n'avons qu'un seul défi. En ce qui nous concerne au ministère du Cadre de Vie, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes fondamentalement calés sur le pilier 3 du PAG et l'axe stratégique 7 qui est l'aménagement équilibré et durable de l'espace national. Ça, c'est transversal. Et nous continuerons de tenir
de façon aussi rigoureuse l'ensemble de ces projets dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine du développement urbain, dans le domaine de l'habitat, c'est là où les populations nous attendent, et également dans le domaine de l'environnement. Nous devons travailler à réduire notre empreinte carbone pour que le Bénin soit un pays modèle en matière de mise en œuvre des stratégies de développement durable. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort dans ce secteur de plus de 750 milliards de francs. Nous avons créé plus de 28 000 emplois quand nous faisons la sommation de tous nos projets. Nous voulons maintenir la barre à ce niveau parce qu'il reste tellement de choses à faire qu'on n'a pas droit au repos. Nous espérons vraiment que le mauvais vent qui souffle va tomber très vite pour nous permettre de recouvrer toutes nos capacités d'action et de travailler pour le bonheur des populations du Bénin. William Tchouki, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre. Merci pour cet entretien. Bien sûr, j'espère qu'on essaie quand même de brosser tous les aspects de votre département ministériel. Certainement qu'on aura d'autres créneaux pour revenir davantage dessus. Merci pour votre participation et bonsoir.